Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, carte blanche est donnée à Anna pour nous parler de la comédie musicale Fiddler on the Roof. Un violon sur le toit en français. D'habitude, quand on fait des cartes blanches, on est plus sur des œuvres qu'on connaît par cœur, qu'on a vues plein de fois, etc. Là, en fait, c'est une pièce que je connaissais à peine il y a quelques semaines, mais que j'ai découverte à l'occasion de la production de l'Opéra National du Rhin à Strasbourg mi-décembre, et que j'ai absolument adoré. Et bon, ça m'a donné envie d'explorer cette œuvre et de vous en parler. Alors, est-ce que déjà tu peux nous dire de quoi parle Un violon sur le toit, cette œuvre qui t'a enthousiasmé tout à fait récemment? Je peux le faire. Donc l'intrigue se déroule à Anatevka, un petit village en Russie à la fin du 19e siècle. On suit la vie quotidienne de la communauté juive du village, et notamment celle de la famille de Tevier, un laitier sans argent, qui vit avec sa femme Golde et leurs 5 filles. L'intrigue tourne principalement autour de la vie amoureuse de leurs 3 filles les plus âgées. Chacune rencontre un homme qu'elle aime, mais qui ne convient pas forcément exactement à ce que leurs parents attendaient. Vont-elles devoir suivre la tradition du mariage arrangé ? Ou Tévier va-t-il les laisser faire des mariages d'amour ? Suspense. Incroyable suspense, surtout que vous allez avoir la réponse un peu plus tard. Et pendant ce temps, évidemment, l'antisémitisme des habitants du coin, qui sont des chrétiens orthodoxes, donc en Russie, et des autorités monte de plus en plus et menace la vie paisible du village. Alors, Fiddler on the Roof, c'est à la base donc une comédie musicale sur scène qui ouvre en septembre 64 à Broadway, mais qui est en fait une adaptation. Tout à fait, c'est adapté des nouvelles d'un auteur juif soviétique qui s'appelle Sholem Aleichem, nouvelles qui ont été écrites en yiddish à la fin du 19e et début 20e siècle, autour de ce fameux personnage de Tevier le laitier. À la fin des années 50, il y a même eu une comédie musicale Tevier and His Daughters, produite off-Broadway, mais qui n'a pas eu de postérité, c'est triste. Hein. Ils ont dû se dire, après quand ils ont vu le succès de Fiddler on the Roof... On aurait dû persévérer. Les chansons ont été écrites par le duo Jerry Bock à la musique et Sheldon Harnick aux paroles. Auparavant, ils avaient écrit ensemble Fiorello, qui a eu le Tony Award de la meilleure comédie musicale en 1960, et également She Loves Me, en 1963. C'est une pièce qui a eu droit à un revival assez récemment, en 2016, à Broadway. Le livret est de Joseph Stein. Et à la mise en scène et à la production, on a des vétérans, enfin des noms classiques, si on peut dire, de la comédie musicale. Et oui, j'ai envie de dire, encore lui, encore l'ami Jérôme Robbins, à la mise en scène et à la chorégraphie. Et encore lui également, Al Prince, pour la production. Donc une équipe déjà assez solide, qui avait travaillé notamment sur West Side Story ensemble. Le décor créé par Boris Aronson, qui est quand même un décorateur qui a été lauréat dans sa carrière de 6 Tonys, notamment pour Cabaret et pour Compagnie. Rien que ça. Son décor, à lui, est inspiré de l'œuvre du peintre russe Marc Chagall, notamment plusieurs peintures représentant des violonistes, parce qu'on se demande quel est le rapport avec le violon. Où est le violon ? Où est le toit ? Alors, en fait, le titre de la pièce est très largement une métaphore, en fait. Donc le terme fiddler, ça désigne un violoniste, en particulier un violoniste qui joue de la musique folklorique. Et dans la pièce, on a effectivement un personnage qui ne parle pas, simplement qui joue du violon sur le toit, donc, qui apparaît de temps en temps et qui regarde les événements se dérouler sans en faire véritablement partie. Mais c'est plutôt un personnage qui est de l'ordre de la métaphore qu'un protagoniste. Et c'est aussi une comédie musicale qui a été façonnée autour d'une star bien précise, qui est l'acteur Zero Mostel. Oui, alors Zero Mostel, il a été mis sur ce projet parce qu'il avait été auparavant collaborateur de Joseph Stein, le librettiste d'un violon sur le toit. Zero Mostel, c'est une personnalité comique très originale. Il a beaucoup joué dans sa carrière, malgré une carrière interrompue, parce qu'il a été pendant un temps blacklisté par l'industrie, à commencer par la MGM, qui l'a littéralement jarté. Bravo la MGM. Pour ses sympathies communistes dans les années 50. Il est connu notamment pour le rôle principal de la pièce A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, pièce de Sondheim, Stephen Sondheim. Il a joué en 62 dans la pièce, puis ensuite dans l'adaptation cinématographique. Puis plus tard, on l'a retrouvé également en 67 dans The Producers, le film de Mel Brooks, bien connu, le film absolument hilarant de Mel Brooks. Zero Mostel, on se souvient pas forcément énormément de lui, mais il a quand même une carrière impressionnante, et notamment
Il a reçu entre 61 et 64, donc sur 4 Tony possibles, il en a gagné 3. Dont 2 dans des musicals, donc A Funny Thing Happened on the Way to the Forum et Fiddler. Fiddler on the Roof fait un razzia aux Tony Awards avec 9 victoires. En plus du Tony donc remis à Zero Mostel, on a également meilleure comédie musicale, meilleur livret, meilleure mise en scène, meilleure chorégraphie, meilleure comédienne dans un second rôle pour Maria Karnilova et encore quelques autres. Et après cette première production américaine, la comédie musicale va arriver dans le West End en 67. Oui, et alors dans le West End, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le rôle de Tevye, c'est Chaim Topol. Alors Chaim Topol, c'est un comédien israélien qui avait joué en fait déjà dans une version israélienne qui s'était montée en 66 de Fiddler on the Roof. Et il venait à peine de commencer à jouer dans des productions anglophones et il ne parlait même pas encore couramment anglais au moment où il a été casté. Mais Hal Prince l'a vu dans un film, une comédie israélienne à succès qui s'appelait Salah Shabati en 64 et l'a convoqué pour auditionner pour la version du West End. Chaim Topol va travailler avec Jérôme Robbins qui est venu sur le West End travailler aussi sur cette version. Ils vont travailler ensemble sur une version différente du personnage, peut-être moins truculente, plus réaliste, et il jouera dans le film au début des années 70, on va reparler du film évidemment. Il faut savoir que Topol à l'époque avait seulement 32 ans, donc évidemment pas du tout assez âgé pour jouer un père de 5 filles dont la plus âgée a plus de 20 ans. Il a fallu évidemment le vieillir. Un violon sur le toit a aussi connu de nombreux revivals au fil des années, ça fait partie de ces pièces qui sont souvent montées. Ouais, et d'ailleurs Topol a continué à jouer le rôle, puisqu'il l'a commencé jeune, il a pu le jouer jusque dans les années 2000 en fait. Pratique. Le revival de 91, mené par lui, a d'ailleurs eu le Tony du meilleur revival. On a eu également un revival en 2004, avec dans le rôle de Tevye, Alfred Molina puis Harvey Fierstein, et également Léa Michel dans le rôle de Sprinze, une des filles de Tevye. C'est une version qui a ajouté une chanson, bizarrement, ils se sont dit tout d'un coup en 2004... Et pourquoi pas rajouter une chanson 40 ans après, tiens, rajoutons une chanson. Donc c'est la chanson Topsy Turvy, chantée par les femmes du village. Revival 2015, également, qui était le 5e revival, dans lequel on trouvait Adam Cantor, acteur que j'aime bien et que j'ai rencontré, j'aime bien le mentionner parce que c'est la classe. Et il y avait également, dans cette production, Judy Kuhn, dont on a parlé à propos de Fun Home. En gros, si t'es un acteur juif à Broadway et que t'as pas joué dans Fiddler, c'est que t'as raté ta vie, quoi. C'est ce que j'allais dire quand t'as Harvey Fierstein et Léa Michel. Il y a eu également une version sans doute intéressante en yiddish, créée en 2018 à New York, mise en scène par Joel Grey. Donc Joel Grey, si vous ne savez pas qui c'est, honte à vous, mais voilà, c'est une star de Broadway, qui a joué notamment le maître de cérémonie dans Cabaret, le magicien d'Oz dans Wicked, etc. La traduction en yiddish vient, a priori, de la version jouée en Israël dans les années 60, en fait, tout simplement, celle où Chaim Topol avait commencé. Oui, apparemment, c'est une version qui était vraiment magnifique. J'ai une amie très connaisseuse de comédie musicale qui l'a vue, cette version de 2018, et qui était absolument bluffée. Mais ça joue plus, c'est fini. Non, ça joue plus, ouais. On a également eu une version française, parce qu'en fait, Un violon sur le toit, ça fait, mine de rien, partie de ces pièces qui sont assez connues en France. Ouais, et ça s'est joué au Théâtre Marigny, de 69 à 71. Puis ça s'est rejoué dans les années 2000 avec une nouvelle traduction de Stéphane Laporte. Et en plus, ça devait se rejouer à Paris récemment, l'année dernière, j'étais toute contente, mais ça a été annulé. Alors ça, cette annulation, c'est vraiment étonnant, parce que on n'avait pas spécialement entendu parler du spectacle. Après, moi, je crois que c'est même en allant au Folies Bergère ou je ne sais où que j'ai vu un flyer et j'ai dit « Ah super, il va y avoir ça !» Et puis, du jour au lendemain, ça a été décommandé. Alors que cette version française de 2019, c'était une version a priori différente de celle que tu as vue à Strasbourg. Ah ouais, c'était pas du tout la même production, pas du tout le même metteur en scène. Donc cette version parisienne qui ne s'est pas jouée et qui peut-être va se rejouer... un peu fantomatique quand même. Elle est très très mystérieuse, effectivement. J'espère qu'elle va finir par se faire. Bah ouais. En tout cas, j'ai été obligée d'aller à Strasbourg. Et cette version de Strasbourg, cette version donc qui s'est jouée à l'Opéra National du Rhin, t'a tout à fait enchantée. Ouais, j'ai adoré. Elle était mise en scène par Barry Kosky, qui est un metteur en scène australien, plutôt d'opéra et de théâtre classique à l'origine. Elle reprenait la traduction de Stéphane Laporte, qui était celle qui avait été prise pour la production parisienne de 2005-2006. C'est une traduction en français, j'ai trouvé que ça passait très bien. Aucun souci avec ça, même pour les chansons que je connaissais déjà.
Peut-être c'est dû au fait que de toute façon la pièce elle se déroule pas dans un contexte anglophone. Ouais. Donc en fait la langue anglaise c'est déjà une traduction de la langue, la vraie langue que parlent les personnages, d'où peut-être l'intérêt de la version en yiddish qui du coup est plus réaliste entre guillemets. En ce qui concerne les interprètes, il y avait pas mal de noms assez connus. Dans le rôle de Tévier, on avait Olivier Bretman, donc c'est un comédien de théâtre classique mais aussi de comédie musicale, puisqu'il a interprété Scar dans Le Roi Lion au Mogador en 2007. Dans le rôle de Golde, donc la femme de Tévier, Jasmine Roy, aussi une comédienne qu'on a pas mal vue. On l'a vue dans Wonderful Town à l'opéra, je crois que c'était l'opéra de Toulon. On l'a vue, nous, dans Into the Woods, à Massy. Donc c'est un peu une spécialiste des comédies musicales qui se jouent dans des opéras, quoi. Et d'ailleurs, comme plusieurs autres interprètes de la pièce, puisqu'on avait par exemple Marie Aubert, dans le rôle de la deuxième sœur, Hodel, une jeune comédienne dont on a déjà parlé. On l'a vue dans Les Parapluies de Cherbourg, au Châtelet, et dans Peau d'âne au Théâtre Marigny. Elle a également joué par exemple dans My Fair Lady, qui était aussi une production dans un opéra, je crois, je ne sais plus lequel. C'était à Orléans, non ? Oui, Orléans, exactement. Elle a vraiment on se dit ça souvent avec Fanny, une diction très particulière, très étrange. Qu'on pensait au début vraiment modelé sur la façon dont jouaient les acteurs français à une certaine époque, puisque comme on l'a d'abord vu dans Les Parapluies de Cherbourg, on pensait que c'était pour imiter un peu la diction de Catherine Deneuve, ou en tout cas d'une certaine tradition théâtrale du cinéma français. Mais en fait, là, lorsqu'on a vu un extrait de sa prestation pour Un violon sur le toit, elle garde cet accent-là, et du coup, dans le contexte yiddish, c'est plus curieux. Mais... c'est sa vraie voix, une espèce d'accent un peu, j'ai pas envie de dire snob, mais comment dire autrement, un peu bourgeois. Un peu bourgeois, voilà. Mais ceci dit, elle est magnifique et elle m'a fait pleurer sur sa chanson solo Loin du foyer que j'aime. J'étais en larmes, donc rien à dire, Marie Aubert, on t'aime. Autre interprète, il y avait Alexandre Fetrouni dans le rôle de Motel. Donc c'est l'amoureux de la sœur aînée. Un comédien très chouette avec une personnalité assez singulière. On l'a vu dans le rôle de Eugene dans Grease au Mogador. Et aussi en tant que maître de cérémonie des trophées de la comédie musicale 2019 où il était très très chouette. Dans le rôle de Perchik, qui est donc l'amoureux de Hodel, donc l'amoureux de Marie Aubert, on avait Sinan Bertrand, comédien également assez connu. On l'a vu notamment dans Into the Woods à l'Opéra de Massy, on en avait parlé. Et la fille aînée, Tzeitel, était jouée par Neima Naouri, excellente comédienne, et qui a la particularité d'être la fille de deux chanteurs d'opéra très connus, Nathalie Dessay et Laurent Naouri. Elle a de qui te dire. Voilà. Les chorégraphies ont été signées dans cette version-là de Otto Pilcher. Mais est-ce que c'est les mêmes chorégraphies que la production originale ? Alors, c'est difficile de savoir si c'est proche des chorégraphies de Robbins. Alors, j'imagine que oui, puisqu'en voyant le film, j'ai trouvé que c'était proche de ce que j'avais vu à Strasbourg. Donc, en tout cas, ça doit rester dans le même esprit. Vraiment, j'ai trouvé au niveau de la danse que c'était absolument merveilleux, ce spectacle. Prodigieux, les ensembles de danse masculins, parce que la danse dans ce spectacle est très majoritairement masculine. On a plusieurs influences, la danse russe, notamment dans le numéro To Life, avec des danses très rythmées, avec des mouvements acrobatiques, des levées de jambes, bras croisés, position accroupie, enfin ce qu'on imagine un peu de manière cliché de la danse russe, mais on retrouve ces éléments-là, le style de danse russe qu'on appelle le kazatchok. Et aussi des choses, des danses traditionnelles juives, notamment dans le numéro qui a lieu lors de la célébration du mariage, spoiler alert, mais Tzeitel et Motel se marient, avec notamment une démonstration de flash dance, c'est les danses avec une bouteille en équilibre sur la tête. Alors ça, c'était aussi... ça doit être... c'était très impressionnant, vraiment, ça, au niveau des danses, j'ai été bluffée par ce spectacle. Et la mise en scène t'a également beaucoup plu. Ouais, c'était assez intéressant, à la fois sophistiqué et simple. On avait un plateau tournant qui permettait les changements de décor. Dans le premier acte, un décor assez recherché avec... en fait, c'était original de nombreuses portes montées les unes sur les autres dans une espèce d'enchevêtrement qui pouvaient servir de portes de placard comme de portes d'entrée de la maison selon où on était, à quel moment, dans quel endroit, etc. Et ça rendait un effet d'ailleurs souvent comique parce que de temps en temps, un personnage sort par une porte, et puis la scène d'après, ça devient un placard, ou l'inverse, comme si le personnage sortait du placard, enfin voilà, des choses comme ça. Le deuxième acte, qui est bien plus lugubre dans sa tonalité, on va revenir sur ça, avait une mise en scène en conséquence, c'est-à-dire une mise en scène beaucoup plus dépouillée. La scène était quasiment vide, avec de la neige qui tombait en permanence, de la fausse neige évidemment, sur la scène. On est en extérieur,
à l'inverse du premier acte qui se situe principalement en intérieur. Et il ne reste plus qu'une seule porte. Voilà, un côté très très dépouillé dans le deuxième acte. Et donc là, tu voulais développer quelques éléments d'analyse, et en particulier, justement, la différence de tonalité entre les deux actes. Le premier acte repose surtout sur l'humour, les relations entre les personnages, puisqu'il y a plein d'histoires en fait de mariage, hein. C'est ces filles qui veulent se marier en gros. Hein. On a plusieurs scènes de fête, on est sur une chronique de la vie d'une famille, qui n'est pas toujours rose, certes, mais qui n'a pas de conflit incroyablement fort. L'intrigue a un côté au début un peu Jane Austen, c'est-à-dire un peu orgueil et préjugé, on a une famille avec 5 filles dont la mère veut qu'elle fasse un bon mariage, avec un père assez bienveillant. Le personnage de Théviers est assez touchant, il est capable de se remettre en question, il réfléchit, il pèse le pour et le contre à chaque fois que sa fille vient dire « je veux épouser telle ou telle personne ». Et quand il réfléchit, c'est des scènes assez rigolotes où finalement il choisit toujours le bonheur de ses filles. Ce n'est pas une histoire de père tyrannique, pas du tout, même si quelque chose se passe dans le deuxième acte que j'ai mentionné après qui renverse un peu, qui est particulièrement intéressant, notre vision du personnage de Théviers. Puis, à la fin du premier acte, c'est là, la bascule se fait là en fait. On a un moment très choquant lors du mariage donc, de la fille aînée de Théviers. C'est une attaque antisémite en fait d'un groupe de jeunes Russes qui viennent saccager les lieux et humilier les invités. C'est vraiment très fort parce que tout d'un coup on a basculé quoi. On avait un premier acte plutôt amusant et charmant, etc. Et tout d'un coup une chape vient s'installer sur la pièce et prépare le basculement vers le deuxième acte qui est beaucoup plus sombre. Et c'est pour cela aussi que va se produire ce changement dans l'appréciation du personnage de Théviers. Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment donc, que j'ai annoncé tout à l'heure où il va rejeter sa troisième fille au moment où elle lui dit qu'elle veut épouser un non-juif. Jusque-là, il a accepté, même s'il n'était pas trop d'accord, etc. Il a accepté que ses filles épousent qui elles voulaient épouser, mais il y a une limite qui ne peut pas passer, c'est le fait de se marier en dehors de sa communauté. Donc ça, c'est vraiment un choc. Je trouve aussi de la part du spectateur, on se dit, je me suis attachée à ce personnage, tout d'un coup il fait quelque chose qui est... Je trouve ça inadmissible, et du coup, tout d'un coup, toute ta perspective se renverse sur le personnage, c'est très intéressant. Théviers ne veut plus parler à sa fille, il l'ignore, c'est très violent, très triste. Il n'y a pas de réconciliation au final, on aurait pu s'attendre à ce finalement, ils disent ok, mais non, en fait, à la fin, elle vient voir sa famille pour leur dire au revoir. Il y a juste un petit moment où il murmure presque, il lui dit « God be with you », dernière bénédiction, mais c'est à demi-mot, enfin c'est vraiment très fort. Et du coup, je trouve que ça illustre quelque chose d'intéressant dans la pièce, c'est ce regard qu'on a sur les personnages. On est à la fois avec eux, en empathie, mais la pièce nous laisse la place pour être en désaccord avec eux, ce que je trouve assez intéressant. Pour spoiler un petit peu, à la fin, tout le monde quitte Anatevka, chassé par les autorités russes. On a une partie de la famille qui émigre aux États-Unis. C'est, d'après ce que j'ai lu, moins la déprime que dans le livre original, puisque dans le livre, notamment, la femme de Théviers, donc Goldé, va mourir. Mais bon, c'est quand même d'une grande mélancolie, ce final. C'est la fin d'une ère, avec le peuple juif éternellement chassé qui va devoir trouver asile ailleurs. Tu voulais ensuite nous parler un petit peu des différentes thématiques qui sont dans cette œuvre. Et la première d'entre elles, en tout cas une thématique importante, c'est l'affrontement entre tradition et modernité. D'ailleurs, il me semble qu'on a une chanson qui s'appelle Tradition. C'est la toute première chanson de la pièce, effectivement, je vais y revenir après. Oui, cette question, en fait, de tradition et modernité, c'est très explicitement le thème de la pièce, qui est évoqué dans de nombreux numéros, de nombreux dialogues. On dit parfois, j'ai lu dans certains textes que, en fait, Fiddler on the Roof serait un concept musical. On a déjà parlé de cette idée de concept musical qui sont les comédies musicales qui sont centrées plutôt qu'autour d'une histoire, autour d'un thème. Je trouve que c'est un peu exagéré parce que dans Fiddler, il y a quand même une histoire, des personnages très développés, etc. Mais c'est vrai que voilà, on a cette thématique qui est très très forte dans la pièce. On a ce village qui suit des traditions qui vont être mises à mal à la fois par l'extérieur, c'est-à-dire la menace des Russes qui vivent alentour et qui sont pour la plupart antisémites, mais aussi de l'intérieur, par les décisions des jeunes gens qui vont suivre des idées plus modernes. Les filles de Théviers s'opposent à la tradition, par exemple, en ne voulant pas épouser l'homme qu'on leur impose. Elles choisissent donc respectivement un tailleur sans le sou, un révolutionnaire et un goy. Donc ça n'aurait pas été les premiers choix de leurs parents. Donc finalement, ça montre aussi un peu comment on peut se soustraire à la tradition. Oui, tout à fait, mais on voit aussi à quel point c'est difficile. Et l'œuvre va en gros décrire les petits arrangements qu'on fait avec la tradition, chacun, y compris Théviers et sa femme, et aussi le point de bascule qu'on ne peut pas accepter, et ça c'est évidemment illustré par le personnage de Théviers. Il a plusieurs monologues amusants.
Au début, en fait, chaque fois que ses filles viennent le voir en disant « je vais épouser tel mec », il fait « non ». Il dit « mais c'est pas traditionnel », mais finalement, il se met à peser le pour et le contre, et il dit « mais ils sont amoureux », et il finit assez vite par choisir en priorité le bonheur de ses filles. Donc il y a toujours des petits dialogues marrants, par exemple il dit « Love is the new style », genre comme si c'était la nouvelle mode maintenant, c'est l'amour. Quelle idée, se marier par amour. Exactement, et puis il se dit « On the other hand, our old ways were once new ». La tradition d'aujourd'hui était la modernité d'hier, c'est assez intéressant. Il finit par accepter que ses filles se marient par amour, mais il y a quand même justement cette histoire de point de bascule, enfin de moment qu'on ne peut pas accepter, c'est que pour la troisième, donc qui s'appelle Rava, lorsqu'elle veut épouser un homme qui n'est pas juif, ça, il ne peut pas l'accepter. Comme si la religion était au-dessus de tout. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que juste après avoir rejeté sa fille, justement, très violemment, il a un espèce d'accès de virilité, c'est une scène très très forte. Sa femme vient lui demander quelque chose, et il se met à hurler sur elle en disant « Je suis l'homme de la maison, c'est moi qui décide ». Donc c'est un peu comme si la tradition, et peut-être aussi la religion, étaient liées intrinsèquement à l'ordre patriarcal, en fait. C'est assez fort. Et donc justement, un des autres thèmes importants, sinon essentiels dans Fiddler on the Roof, c'est la religion. Oui, tout à fait. Donc Thévier s'adresse régulièrement à Dieu, c'est lui qui porte ces thématiques religieuses principalement, hein. Souvent de manière assez amusante, il pose des questions, il lui fait des reproches, il dit en gros pourquoi tu m'as fait pauvre, pourquoi tu me fais subir tout ce que tu me fais subir, c'est assez amusant. Mais voilà, il y a vraiment l'idée que Dieu est une constante dans sa vie, ainsi que dans celle de tous les personnages. Et on peut même trouver dans cette œuvre une dimension politique. Oui, puisque on a du coup l'opposition entre cette tradition-là et des idées politiques qui vont être amenées au fur et à mesure, et notamment les idées communistes du personnage de Perchik, qui est le fiancé de la deuxième sœur Hodel. C'est intéressant parce qu'il va n'avoir de cesse que de rappeler qu'il y a un monde en dehors de ce village, en dehors d'Anatevka, de parler de l'exploitation des travailleurs, et vu la période dans laquelle se déroule la pièce, ça annonce en quelque sorte la révolution russe de 1917. D'ailleurs, le personnage de Perchik part même à un moment lutter avec ses camarades et il est arrêté. Ce même personnage, lors du mariage de Zeitel, va briser la tradition en dansant avec Hodel, puisque les hommes et les femmes, traditionnellement, dansent séparément. Et il va aussi politiser la question de la pauvreté, qui pour les autres, pour tous les personnages, y compris Thévier, c'est simplement un état, c'est une fatalité, dont on se plaint mais auquel on ne peut rien faire, à part éventuellement tenter de marier ses filles à des gens riches. Lui, il va vraiment expliquer que c'est politique, etc. C'est très subtilement fait. Et c'est vraiment rare dans une comédie musicale, parce que si parfois on a des personnages de pauvres, entre guillemets, c'est plutôt exotique. Enfin, c'est voilà, comme tu dis, c'est la figure du pauvre figé, mais pas comme quelque chose qui est le résultat de rapports sociaux. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Alors à présent, entrons un petit peu plus dans le détail des chansons et des numéros de ce spectacle, donc ceux qui t'ont le plus marqué. Bon, on n'a qu'à faire dans l'ordre chronologique du spectacle, et donc la première chanson, le premier numéro, comme tu disais tout à l'heure, donc c'est ce numéro Tradition. Donc le numéro d'ouverture, qui présente à la fois le lieu où se déroule le récit, et certains personnages, mais aussi le thème principal, comme on l'a dit, et comme le titre l'indique, la tradition. Donc on a l'ensemble sur scène qui va expliquer le fonctionnement traditionnel du village et de la famille, avec les rôles respectifs des membres de la famille. Le père qui travaille pour gagner de l'argent, la mère qui s'occupe de sa famille, le fils qui apprend et la fille qui attend le mariage. En gros, à ce moment-là, tout le monde a l'air d'accord avec ça, et justement, durant la pièce, cette structure que les personnages prétendent immuable dans ce premier numéro va se casser la gueule, en gros. Ensuite, le numéro Matchmaker, donc le trio entre les filles de Thévier et Golde, va présenter l'enjeu essentiel du film, qui est le mariage. La question du mariage, arrangé ou pas, et c'est justement déjà un premier moment où cette question de la tradition se casse déjà un peu la gueule. C'est assez amusant la manière dont c'est fait, parce que c'est dialectique entre les trois sœurs. D'abord, on a les plus jeunes qui se réjouissent que la marieuse leur trouve bientôt un bon parti à épouser. Mais l'aînée, qui à ce moment-là est déjà amoureuse de son ami d'enfance et a peur de ne pas pouvoir se marier avec lui, leur dit que ça sera pas forcément un bon mari que la marieuse leur trouvera. Et les trois sœurs concluent finalement que la marieuse n'a pas de raison de se presser. C'est un numéro très chouette qui va valoriser ces personnages de filles, qui montrent leur esprit, leur indépendance, et qui annoncent qu'elles vont causer du souci à leurs parents. Et c'est déjà donc une première critique de la tradition. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est bien pour tout le monde. Et ça montre comment le numéro les fait évoluer tout à fait, d'opinion sur la question.
peut-être le tube, enfin en tout cas la chanson la plus connue de la pièce, c'est If I Were a Rich Man, ah si j'étais riche. Oui, alors c'est bien sûr la chanson la plus connue du show, comme tu l'as dit, très connue y compris en français. Cette phrase ah si j'étais riche, elle est célèbre, c'est comme une expression connue quoi. C'est la chanson de présentation du personnage de Tévier, c'est sa I Want Song comme on dit. Il s'imagine riche et il reproche justement, comme je le disais, à Dieu de l'avoir fait pauvre. Cette chanson, elle est inspirée d'un passage précis dans le texte de Sholem Aleichem. C'est un monologue qui était intitulé « Si j'étais un Rothschild ». Alors, dans cette chanson, on sent l'influence du style klezmer, qui est une tradition musicale instrumentale des juifs ashkénazes d'Europe centrale et de l'Est. Et voilà, il y a un traitement humoristique avec l'usage d'une sorte de scat, puisqu'il fait « If I were a rich man ». Donc c'est assez amusant. Et pour ceux qui sont connaisseurs de pop music, elle a été reprise en version pop par Gwen Stefani en duo avec Yves dans les années 2000. C'était If I Were a Rich Girl et ça a fait un très gros tube. Ensuite, il y a la chanson, donc là c'était le I Want Song, et il y a presque la Drinking Song, qui s'appelle To Life. Ouais, To Life, le Chaim, une exclamation de joie ou une manière de porter un toast. Donc c'est une chanson de mariage entre guillemets, mais en fait, ça je l'ai découvert en voyant la pièce, dans le contexte de la pièce, c'est pas exactement ça. Toutes ces chansons connues qui prennent un autre sens lorsqu'on voit les pièces, c'est fou. Hein, ouais, ça arrive souvent. Plusieurs épisodes qu'on se fait cette réflexion, comme quoi ça sert d'aller voir les spectacles et pas simplement écouter les enregistrements. Exactement. Donc là, en l'occurrence, Tévier et le boucher viennent de conclure un accord pour que ce dernier épouse la fille aînée de Tévier, et ils se réjouissent d'avoir pris cette décision ensemble, sans elle. De fait, elle ne sera pas d'accord par la suite. Ils vont au café pour fêter ça. C'est vraiment deux mecs qui s'auto-congratulent. Et ils sont aussi félicités par d'autres hommes qui se mettent à danser pour fêter ça. Pour l'anecdote, il y a quelques années, une vidéo de mariage a circulé sur internet où le marié chantait et dansait sur cette chanson pour sa femme, accompagné de sa famille, de sa belle-famille et de ses amis. Et ce marié, et je ne le savais pas à l'époque quand j'ai vu cette vidéo, c'était Lin-Manuel Miranda. Ah. Et cette vidéo a eu vraiment un énorme succès. J'ai regardé récemment qu'elle avait quand même 6,6 millions de vues sur YouTube. Mais elle a eu du succès après coup ou je parce pense que c'était Lin-Manuel Miranda ou... Il avait déjà fait In the Heights, je pense, donc il était déjà connu, mais c'était avant Hamilton, donc c'était pas non plus une énorme star comme il est maintenant. Ah, je vais aller regarder. Oui, ouais, elle est super, c'est super. Et je me demandais tout à l'heure, quand tu disais que c'était des mecs qui s'auto-congratulaient, du coup c'est un peu ironique par rapport à ça, ou c'est premier degré ? Est-ce qu'on se moque de leur satisfaction Oui, un peu quand même, ouais. Parce qu'on sait à ce moment-là que la fille, elle sera pas d'accord, et que du coup, c'est pas trop le moment de se réjouir, quoi. Ok. Autre chanson dont tu voulais nous dire quelques mots, Miracle of Miracles, donc le solo de Motel, le tailleur qui est amoureux de la sœur aînée. Alors c'est une chanson d'amour qui est assez charmante, où il va énumérer des miracles de la Bible pour les comparer à celui de l'amour. En particulier, le miracle qu'est le fait d'avoir finalement obtenu la main de Zeitel. Le personnage de Motel, je trouve que c'est un personnage plutôt attachant, il a un côté timide, un peu peureux, à chaque fois il ose pas parler à Tévier, parce que Tévier est très impressionnant, il lui fait peur. Mais finalement il va faire ses preuves, et je trouve sa relation avec Zeitel vraiment très touchante. C'est des amis d'enfance, voilà, qui ont forgé une relation sur le long terme, et ça fait partie des choses vraiment bien vues, je trouve, de la pièce. On a ensuite une scène de cauchemar, donc Tevye's Dream, donc un cauchemar qui est raconté par Tévier à sa femme Golde. Oui, alors c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en fait, Tévier n'a probablement pas vraiment rêvé. Mais en fait, c'est un récit qui va lui permettre de faire passer, auprès de sa femme, l'idée que Zeitel va épouser Motel le tailleur plutôt que le boucher. Donc il raconte que tous les morts de la famille de Tévier et de Golde sont venus le voir en rêve, et ont chanté ensemble en l'honneur du tailleur Motel Kanzoil. Il raconte aussi que le fantôme de l'ancienne femme du boucher les menace des pires atrocités si le mariage avec celui-ci a lieu. Et c'est une scène vraiment très très amusante, avec énormément de personnages, avec des costumes, des maquillages de fantômes, de cadavres très pâles, une ambiance vraiment surréaliste. Les scènes de rêve au théâtre, c'est pas forcément très facile à faire. C'est vrai, par rapport au cinéma où ça s'y prête bien mieux. Ouais, exactement. Et là, je trouve que c'était vraiment très très, en tout cas dans la mise en scène que j'ai vue, très convaincant. Ça donne vraiment envie d'avoir vu cette pièce. J'espère qu'elle sera reprise, qui sait. Oui. Ensuite, la chanson Sunrise Sunset. Oui, alors, juste en passant, mais il faut la mentionner parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est la chanson au moment du mariage de Zeitel et Motel. Et voilà, c'est l'idée que des parents regardent leurs enfants grandir et constatent que le temps a passé. Apparemment, c'est une chanson
qui est très classiquement chantée dans les mariages aux États-Unis, parce que c'est vraiment le thème de la chanson, quoi. Et alors ensuite, tu m'as déclaré carrément avoir eu un coup de cœur pour une chanson qui s'appelle Do You Love Me? Oui, alors ça j'adore. Donc elle est chantée par Tévier et Goldeux. Évidemment, Tévier et Goldeux, ils ont eu un mariage arrangé. Et tout à coup, après 25 ans de mariage, Tévier se dit, mais en fait, est-ce que ma femme m'aime? Et qu'est-ce que c'est l'amour, en fait? C'est la première fois que l'un comme l'autre se pose la question, et c'est vraiment une chanson sur la nature de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'on en a besoin pour avoir une vie de famille, etc. C'est à la fois très très drôle, et puis vraiment particulièrement émouvant, et assez original, en fait, dans un duo amoureux. Autre chanson dont tu voulais nous parler, Far From the Home I Love. Cette fois, une chanson chantée par le personnage de Hodel. Oui, alors c'est le moment où elle part rejoindre son fiancé loin, parce qu'elle part en Sibérie où il a été arrêté. C'est un moment intime entre une fille et son père, où elle regrette de partir, mais elle dit qu'elle n'a pas le choix et que son chez elle, c'est là où se trouve son amoureux. Donc voilà, c'est très classique, mais c'est un moment où un père regarde sa fille partir et prendre sa vie en main. C'est assez émouvant. Et enfin, la dernière chanson de la pièce, la chanson du départ, intitulée Anatevka. Tout simplement, donc du nom du village qu'il quitte. Exactement. Cette chanson est chantée par l'ensemble, tous les gens du village qui sont forcés à le quitter, qui vont jeter un dernier regard sur ce qui a été leur home pendant des années. C'est vraiment particulièrement émouvant. Donc là, on a parlé assez longuement de la pièce, mais il y a aussi un film. On avait dit que le film, c'est aussi ce qui faisait que l'œuvre était assez connue, notamment en France. Un film donc, qui est sorti en 71, donc bien après la fin de l'âge d'or de la comédie musicale, et oui, à la toute fin de la période des grosses comédies musicales hyper longues en costume, dont on a déjà beaucoup parlé, période donc, qui a commencé au début des années 60. Donc c'est un film qui appartient un peu à ce modèle-là, au sens où c'est un film très long, qui dure plus de 3 heures avec un entracte. Oui, exactement, donc qui était projeté dans les fameuses séances qu'on appelle roadshow, des séances événementielles, un peu sur le mode du théâtre. Alors, qui est-ce qui a réalisé ce film ? Comme assez souvent dans toutes les œuvres qu'on a évoquées, c'est un cinéaste pas spécialiste de comédie musicale qui s'y colle, donc c'est Norman Jewison. Norman Jewison, rigolo parce qu'on peut le raccrocher avec d'autres thématiques qu'on a évoquées dans des épisodes précédents, il a commencé avec des comédies, dont 2 comédies romantiques avec Doris Day. Le Piment de la vie, The Thrill of It All en 63, et Send Me No Flowers en 64 avec Rock Hudson. CF, notre épisode que nous avons consacré à Doris Day. Ensuite, il s'est dirigé vers d'autres genres, le western avec un film assez connu, Le Kid de Cincinnati en 65, le polar avec un autre film assez connu, Dans la chaleur de la nuit en 67, le thriller avec un autre film assez connu, L'affaire Thomas Crown en 69. Il a vraiment fait tous les genres, quoi. Oui, exactement. C'est rare d'avoir un réalisateur qui fait notamment des genres aussi marqués que le western, le polar et la comédie musicale. Très très éclectique. À noter qu'après Fiddler on the Roof, il a aussi réalisé la version ciné de Jesus Christ Superstar. Et il est toujours vivant. Je ne sais pas s'il tourne toujours, mais il est toujours parmi nous. Et alors, pour le héros, le personnage de Tévier, on n'a pas choisi Zéro Mostel. Et non, on a choisi Chaim Topol, et c'était un choix forcément controversé. Je pense que l'idée, c'est que Chaim Topol avait un registre de jeu plus réaliste, et que la personnalité, on va dire, larger than life de Zéro Mostel, si vous avez déjà vu Zéro Mostel, vous savez ce que je veux dire, ne serait peut-être pas passé au cinéma, en tout cas dans ce film-là. Et j'ai lu une chose assez intéressante dans un livre qui s'appelle Acting Jewish, Negotiating Ethnicity on the American Stage and Screen. Le chercheur Henry Bial, il se demande si Norman Jewison n'a pas choisi Topol parce qu'il était moins marqué ethniquement que Zéro Mostel, qui était moins dans le stéréotype juif. Ouais, c'est fort probable, parce que quand on voit les autres acteurs envisagés, on n'est pas vraiment dans le stéréotype juif non plus. Oui, les acteurs qui ont été envisagés, parmi eux, il y a Danny Kaye, Walter Matthau, Richard Burton ou encore Frank Sinatra. Donc pas le même style, effectivement, que Zéro Mostel. Et alors, les arrangements musicaux du film sont de John Williams. Et oui, c'est fou. John Williams, qui deviendra par la suite, je pense que vous le savez, mais je le rappelle, un des grands compositeurs du cinéma populaire américain. Star Wars, Indiana Jones, E.T., Harry Potter, et j'en passe. Et d'ailleurs, il aura un Oscar pour son travail sur le film. Par ailleurs, pour info, les extérieurs ont été tournés en Yougoslavie et le reste en Angleterre. Et est-ce que ça fait partie de ces films qui sont très très remaniés par rapport à la version scénique, ou on est fidèle à la pièce ?
Alors là, pour le coup, on est plus dans une assez grande fidélité à la pièce originelle. Bon, évidemment, il y a le choix assez logique d'un assez grand réalisme dans les décors. Le côté stylisé des décors de la pièce n'aurait sans doute pas fonctionné au cinéma. Mais à part ça, l'intrigue est vraiment respectée de très près. Donc le scénario a été écrit par le librettiste original de la pièce, Joseph Stein, avec seulement quelques petits changements, comme le lieu où se déroule telle ou telle scène, de scènes un petit peu coupées ou au contraire un petit peu développées. Et le petit regret que j'ai eu, c'est que le personnage de Golde m'a apparu un peu plus comme une mère au foyer acariâtre qui râle tout le temps. Espèce de cliché. Ouais. En tout cas, dans la version que j'ai vue sur scène, c'était pas aussi marqué, c'était même beaucoup plus fin. C'est un peu dommage, du coup on est moins touché par la relation entre Tévier et Golde. Je sais pas si c'est une modernisation de la version que j'ai vue à Strasbourg, ou si c'est une décision de direction d'actrice qui change donc selon les versions. Je sais pas exactement, mais ça m'a paru moins fin, moins subtil. Le personnage de Yente, donc la fameuse marieuse matchmaker, elle est beaucoup moins présente dans le film et ce n'est plus vraiment un personnage comique. Le côté comique est un petit peu diminué dans le film, je dirais. Par exemple, les adresses de Tévier à Dieu paraissent plus dramatiques et c'est pas parce que le texte change, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Elles sont moins comiques, quoi. Et on retrouve toutes les chansons de la pièce dans ce film ? Alors, pas tout à fait. 2 chansons ont été enlevées. Bon, c'est pas forcément les plus marquantes. La preuve, c'est que je les ai pas mentionnées dans la liste des chansons qu'on vient de faire. Ces 2 chansons, ce sont Now I Have Everything, qui est un duo amoureux entre Perchik et Hodel, et The Rumor I Just Heard, qui est une chanson chantée par l'ensemble des femmes du village. En gros, c'est une chanson de potin. Et en t'entendant parler, je viens d'y penser, je me suis demandé, ça aurait pas été un choix assez évident, Barbra Streisand, pour une des filles, où elle était pas trop vieille, ou même pour la mère, puisque elle jouait déjà les marieuses à 25 ans, elle aurait pu jouer un rôle... Enfin, c'est vrai, j'y avais pas pensé. je viens d'y penser. Franchement, on devrait être directrice de casting, mais moi, ça me semble un peu une évidence, hein. Je crois que c'est quand t'as dit le personnage de Yente, ça m'a fait penser à Yentl, tout bêtement. Ah oui, c'est ça. Non, effectivement, j'y ai pas pensé, mais c'est possible qu'elle ait été approchée pour un des rôles. Juive, comédie musicale, ça fait déjà beaucoup, hein. Donc, Barbra Streisand fait partie des comédiennes qui n'ont pas joué dans Fiddler alors qu'elles sont juives. J'avais pas pensé, c'est vrai. Et donc, ce film, ça a été un succès ? Mais oui, un énorme succès. On s'en souvient plus, mais en fait, c'était le plus gros succès au box-office états-unien pour l'année 71. Ah, c'est fou, ça. C'est incroyable, hein. Devant les films The French Connection et le film de la saga James Bond, Les Diamants sont éternels. Et ça a aussi eu, comme on dit, pas seulement un succès public, mais aussi un succès critique, puisque ça a été récompensé. Oui, récompensé notamment de 3 Oscars, et puis de nominations en meilleur film et en meilleur acteur. Donc vraiment un film qui a marqué, en tout cas à l'époque. Comme quoi les comédies musicales pouvaient encore être des cartons, même au début des années 70. Ah oui, hein. Tout n'était alors pas encore perdu, il y avait encore Cabaret à venir. Mais... Oui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Anna pour cette analyse de Fiddler on the Roof, hein, qui nous fait découvrir cette pièce que n'a pas tous eu la chance d'aller voir à Strasbourg, mais peut-être que cette version, ou peut-être qu'une autre version, sera remontée plus près de Paris, en tout cas en ce qui me concerne, prochainement. Eh bien, nous vous remercions de votre écoute, nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, donner votre avis. Si peut-être vous avez vu la version de Strasbourg, ou une autre version, participez au débat. On remercie nos partenaires L'Écran Pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut